Et avec nous, Pablo Pio-Vivien. Bonjour Pablo. Bonjour. Installation rapide. Merci d'être là. Rédacteur en chef de la revue Regard, et Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonjour Louis. Bonjour. Merci également d'être avec nous. On va revenir sur ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran. 5e nuit d'attaque. L'escalade est inéluctable. Comment réagit la classe politique française? On va en parler dans quelques instants avec vous. Et puis l'autre sujet, y aura-t-il une fumée blanche aujourd'hui à l'issue du conclave des retraites? Dernier jour, a priori, quoique François Bayrou va laisser peut-être un peu de marge. Les partenaires sociaux réussiront-ils à se mettre d'accord? Et que fera l'exécutif à l'issue de ce conclave? Risque-t-il la censure? On va voir ce que vous en pensez. Alex, on fera le point avec vous sur ce qui coince et ce qui pourrait marcher. En tout cas, une chose est sûre, il n'y aura pas d'accord entre les partenaires sociaux sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et on en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions aujourd'hui, c'est en Seine-Saint-Denis où s'est ouvert hier le plus grand salon d'aéronautique et de défense au monde, le salon du Bourget, qui se tient pendant une semaine. Le Premier ministre François Bayrou s'y est rendu et ce premier jour a été marqué notamment par une polémique sur la présence d'industriels de l'armement israélien. On voit ça avec Gaël Fonseca. Le plus grand rendez-vous aérospatial a ouvert ses portes. Pendant une semaine, 2500 stands issus de 48 pays différents exposent leurs innovations aéronautiques. À l'honneur pour cette 55e édition, la décarbonation, l'intelligence artificielle, les drones et le thème de la défense. On a plein de nouveautés qui vont être annoncées et révélées pendant le salon. J'emploie le mot fête parce que la grande fête de l'aéronautique qui a lieu une fois tous les 2 ans et cette édition tout à fait exceptionnelle aujourd'hui va attirer beaucoup de monde et en tout cas c'est l'objectif que nous avons en organisant ce salon. Et une première commande commerciale a déjà eu lieu. Le leader européen Airbus signe 40 appareils auprès d'un loueur saoudien. Comme le veut la tradition, François Bayrou a inauguré le salon du Bourget. Le Premier ministre a même joué le jeu de monter dans l'un des appareils exposés du constructeur aéronautique français Dassault. Mais sa déambulation au milieu des exposants a été marquée par un premier incident diplomatique. Le gouvernement français a ordonné de condamner l'accès à 4 stands d'armements industriels israéliens en les recouvrant de hautes bâches noires. La France considère qu'il y a là une situation terrible pour les Gazaouis, une situation humainement et du point de vue humanitaire, du point de vue sécuritaire extrêmement lourde. La France a tenu à manifester que les armements offensifs ne devaient pas être présents dans ce salon. Une décision immédiatement dénoncée par le gouvernement d'Israël qui crie à la ségrégation de ses exposants. Un mot d'abord avant de parler de... Voilà, il y a un petit problème de fin. Avant de parler de la question d'Israël sur ce salon du Bourget, qui est évidemment une vitrine pour l'aéronautique et pour la défense, et évidemment dans ce contexte géopolitique plus que jamais de la défense, Pablo. C'est tout à fait le cas et c'est tout à fait logique qu'il y ait des tensions parce que en vérité il y a 2 logiques qui s'affrontent. C'est d'une part la logique de libre marché, de dire bon bah voilà on peut tout vendre, on peut faire des échanges économiques sur à peu près tout, et puis d'un autre côté il y a les logiques politiques, les logiques morales et du coup est-ce qu'il est bon de continuer à vendre des armes à un pays qui, comme ça a été rappelé par le Premier ministre François Bayrou, perpétue des atrocités sur le territoire gazaoui à l'encontre de la population palestinienne. Le choix a été fait par le Premier ministre de dire non. Ce n'est pas possible. Nous refusons en fait ce mélange des genres. On ne peut pas tout vendre à tout le monde. On ne peut pas vendre des armes létales, des armes d'agression à un pays qui est lui-même agresseur. Non, mais c'est pas le sujet, en l'occurrence. Le sujet, c'est pas de vendre des armes à Israël. Le sujet, c'est qu'Israël puisse exposer ces armements et, en l'occurrence, le terme qui a été exploité, qui a été utilisé par François Bayrou, c'est le terme d'armement offensif.
C'est quand même plutôt troublant de la part de François Bayrou d'annoncer cette décision au moment où Israël assure la sécurité du monde en neutralisant la principale menace qui pèse aujourd'hui, que constitue l'Iran, avec effectivement sa volonté d'acquérir l'arme nucléaire. François Bayrou aurait peut-être été mieux inspiré de ne pas prendre cette décision qui est tout de même assez tragique, de vouloir occulter, de vouloir neutraliser, de vouloir discriminer les capacités et la vitrine israélienne que pouvait avoir donc l'État israélien aujourd'hui au cours de salons. Tous les salons d'armement ont des capacités offensives. Je veux dire, cette différence entre armement offensif et armement défensif n'a pas lieu d'être. C'est du pur prétexte et ça ne trompe personne. Donc effectivement, je pense que ça n'avait pas lieu d'être. En l'occurrence, il y a des grosses différences entre une défense antiaérienne et la capacité à se projeter sur un autre territoire. Là où je te suis un tout petit peu, c'est qu'effectivement, Israël fait la démonstration de ses capacités à projeter très très loin de son territoire, notamment sur le territoire iranien qui, en l'occurrence, n'avait absolument rien demandé. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin du salon du Bourget aujourd'hui pour faire leur démonstration. Faire la démonstration de leur force et de leur capacité de nuisance, de leur capacité à être un État agressif et guerrier à l'encontre de l'ensemble des pays qui les environnent. On ne peut pas tout mélanger. La capacité à être un État agressif, au moment où vous avez un État, en l'occurrence l'Iran, qui menace Israël depuis des années, qui explique qu'ils veulent les rayer de la carte, ce sont leurs termes, et qui sont en train de mettre tout en place pour pouvoir y parvenir dans les prochains mois. Vous ne pouvez pas dire que c'est Israël qui est dans une position agressive. Israël est simplement dans une position défensive, préventive, de neutraliser l'armement qui est un armement nucléaire qui est en train de se constituer l'Iran. Je le dis et je m'en tiens au droit international et aux résolutions qui ont été votées à l'ONU et notamment ce qui a été décrété au niveau de l'AIEA, c'est-à-dire que effectivement, il y a un problème quant à l'enrichissement de l'uranium sur le territoire iranien. En revanche, l'AIEA a condamné les attaques d'Israël. Elle considère que la voie par laquelle il faut aboutir à un meilleur encadrement en fait du nucléaire civil iranien, car pour l'instant il est civil, il est uniquement civil, contrairement d'ailleurs au nucléaire. Toutes les projections démontrent que l'Iran allait accéder au nucléaire militaire. Oui, mais il n'en demeure pas moins en fait qu'aujourd'hui l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, contrairement à Israël, qui lui a obtenu, en dehors de toute norme internationale, l'arme nucléaire. A priori, ils ont entre 75 et 400 ogives. Et Israël ne l'utilise pas. Pour l'instant. Alors qu'on sait très bien que l'Iran, s'il l'avait, l'utiliserait. On n'en sait rien, ça. Ce que je veux dire, c'est que je finis sur l'AIEA. L'AIEA dit qu'il faut réussir à obtenir c'est par la voie diplomatique. C'est par la voie du dialogue. Envoyer des bombes en fait sur un pays. L'Iran est le principal pays qui désorganise la région depuis des années, Pablo. On le sait. Mais la résolution de la crise, l'Iran finance aujourd'hui le Hamas et les organisations terroristes dans toute la région. La résolution de la crise ne peut pas. On ne crée pas de la démocratie en envoyant des fourgons blindés, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible en envoyant des bombes, en envoyant des tapis de bombes sur un pays, sur une population, parce qu'il y a encore des civils en fait qui sont en train de mourir. En l'occurrence, ce sont les installations militaires qui sont. Non. Il y a aussi des civils, il y a aussi des familles. Lorsque vous tuez un scientifique, vous tuez aussi sa famille, et ça va créer un sentiment de cohésion nationale au niveau du pays. Je pense que on va droit dans le mur. Israël va droit dans le mur en provoquant cette crise géopolitique suraiguë. Je serais bien curieux de connaître votre solution alors. Mais la solution diplomatique, c'est le multilatéralisme. Ça fait des années qu'on le tente. Ça fait des années qu'on tente les solutions diplomatiques, qu'on tente de autant tenter la destruction de la région. On voit bien que malheureusement, on arrive à un point, on est au pied du mur, Pablo. Si on ne réagit pas maintenant,
La réalité, c'est que demain, l'Iran aura l'arme nucléaire. Ça veut dire genre bombarder, ça veut dire neutraliser les capacités d'armement nucléaire de l'Iran. En fait, on a bien compris qu'ils les obtiennent et qu'ils en fassent Israël bombarde le Yémen, bombarde la Syrie, bombarde le Liban, bombarde la Palestine et maintenant bombarde l'Iran. Bon ben voilà, ils veulent bombarder toute la région. Ils vont bientôt bombarder l'Égypte. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Ça n'a mais aucune réalité, y compris pour la défense de l'existence du territoire de l'État d'Israël. Et on va voir que la classe politique s'empare de ce sujet. Ici en France, Alex, avec des divergences entre la droite et la gauche. Ah oui, avec finalement un clivage droite-gauche qui s'exprime sur ce sujet. D'ailleurs qu'on voit ce clivage en plateau, un clivage entre les différents partis politiques. Le Rassemblement national et l'extrême droite qui, lui, est dans un soutien total à Israël, à ces frappes israéliennes contre l'Iran, avec bien aussi la nécessité pour Israël peut-être de faire chuter le régime des Mollahs. Au centre droit de l'échiquier politique, avec cette position gouvernementale de la diplomatie française, on a une sorte de, en même temps, à la fois rappeler le droit d'Israël à se protéger face à la menace nucléaire iranienne et en même temps appeler à la désescalade, à la retenue. Et puis en revanche, à gauche, il y a une condamnation plus claire de ces frappes israéliennes, notamment du côté de la France insoumise. On dénonce la fuite en avant de Benjamin Netanyahou dans l'embrasement de la région du Moyen-Orient et puis également chez les socialistes. On dénonce une atteinte au droit international avec ce concept nouveau de guerre préventive et on appelle à la diplomatie pour régler cette question du programme nucléaire iranien. Ça réactive le clivage droite-gauche, cette question sur l'échiquier français, Pablo ? Alors ça réactive effectivement le clivage droite-gauche. Je ne sais pas, parce que moi je dirais plutôt que les déclarations d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui aujourd'hui le chef d'État, c'est lui le chef des armées, et lorsqu'il a dit qu'il soutiendrait Israël après son attaque l'attaque d'Israël de l'Iran, je crois qu'il a créé une rupture en fait dans une doctrine qui était une doctrine qui avait été élaborée par Charles de Gaulle en 1967. Il l'avait dit de façon très explicite, il avait dit à Israël, si vous êtes attaqués les premiers, alors nous vous défendrons. En revanche, si c'est vous qui attaquez les premiers, alors nous vous condamnerons. Et c'était bon an mal an la doctrine de la France en la matière depuis 1967. Tous les présidents s'étaient tenus en fait à cette doctrine gaullienne. Emmanuel Macron enterre cette doctrine en disant, alors même que Israël attaque en premier l'Iran, il dit nous défendrons Israël. J'avoue que je trouve que c'est une rupture très profonde de ce qu'est la doctrine de la France. Après, Manuel Bompard, député insoumis, a demandé un débat au Parlement sur le sujet avec vote. Eh bien, je pense que ce serait important, parce que vous dites ça réactive le clivage gauche-droite. Mais pour ça, on a besoin d'entendre notre représentation nationale s'exprimer sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Le seul problème, c'est que, là, on a un double problème. Déjà, il s'agit la politique internationale. Souvent, on dit que c'est un précaré du président de la République, ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessairement. On n'est pas obligé de considérer. Tous les présidents ne sont pas obligés de considérer que c'est leur précaré. Et la deuxième chose, on sait le peu de cas que fait aujourd'hui le chef de l'État, Emmanuel Macron, de tous ces organes, de toutes ces institutions et notamment du Parlement. Donc je trouve ça très dommage qu'il ne le fasse pas. J'imagine qu'il ne va pas accéder à sa demande, mais ce serait bien qu'on puisse avoir ce débat-là dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avant de nous faire réagir, Louis, on va écouter ce qu'ont dit l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Il était l'invité ce matin de France 2. Je ne crois pas que changer un régime par la force et de l'extérieur soit une bonne chose. Le peuple iranien sait bien qu'il faut changer ce régime qui maltraite, quand ce n'est pas davantage les femmes. Il faut changer ce régime, mais ça doit se faire de la part du peuple iranien et pas de l'extérieur. Voilà, critique la stratégie de Benjamin Netanyahou. Non, mais très bien. Sur le principe, évidemment, Michel Barnier a raison, ça doit se faire de la part du peuple iranien. Sauf que si on fait ça, on peut attendre parfois des décennies. Et on voit bien aujourd'hui que malheureusement, le peuple iranien ne réussit pas à s'émanciper de lui-même, du pouvoir oppressif qu'il subit au quotidien. Et donc, la réalité... Ça, c'est le problème de la droite. Vous n'avez jamais foi dans les peuples. Moi, j'ai foi dans les peuples. J'ai foi dans leur capacité à s'émanciper, en fait. Ce peuple il faut les aider. Il faut aider femmes, vie, liberté, mais pas en leur envoyant des bombes. Mais
et ce peuple, il est opprimé aujourd'hui par un pouvoir qui est un pouvoir dictatorial. Voilà, la seule démocratie dans le Moyen-Orient, c'est Israël. C'est ça la réalité, que vous le vouliez ou non. Mais oui, c'est une démocratie, Israël. C'est une démocratie dans laquelle il y a un pouvoir qui est élu. Non, mais ça vous fait mal de le reconnaître. Non, pas du tout. Ça me fait absolument pas mal. C'est pas le cas en Iran. En Iran, vous avez une dictature qui opprime son peuple. Voilà, et vous avez un peuple qui n'est pas libre. Exactement. Et vous avez il y a des dynamiques une dans ce peuple qui est en train d'acquérir des armes de plus en plus importantes, de plus en plus puissantes. Et effectivement, si aujourd'hui on ne met pas fin à cette escalade dans l'accession à l'armement et notamment à l'armement nucléaire, ça fait peser une menace non seulement sur toute la région du Moyen-Orient, mais sur le monde entier. C'est ça aussi la réalité. Le problème, c'est que lorsque un pays tiers attaque l'Iran, la nation iranienne va se serrer les coudes. C'est toujours ça qui se passe. Tout d'un coup, il y a un ennemi extérieur qui est Israël et l'ensemble de la population. Et les mouvements, en fait, qui pouvaient aller contre ce régime atroce des mollahs, les mouvements femmes, vie, liberté, les mouvements, il y a vraiment une pluralité de mouvements à l'intérieur de la société iranienne vont se retrouver. Ces mouvements sont exécutés, Pablo. Oui, ces mouvements sont exécutés par le régime iranien. Il faut leur donner de la force. C'est ça la réalité. Les moyens de leur donner de la force. C'est qu'aujourd'hui, pas en leur envoyer des bombes. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'agir. Je voudrais juste réagir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, et ça va peut-être nous faire un point d'accord pour une fois. C'est ce que vous avez dit sur Emmanuel Macron. Effectivement, la position d'Emmanuel Macron, qui est une position finalement du en même temps sur la question israélienne, n'est pas une position audible. C'est-à-dire qu'on voit bien depuis le début de la crise au Moyen-Orient, que ce soit la crise israélo-palestinienne ou la crise avec l'Iran, que Emmanuel Macron joue le chaud et le froid. Un coup, il nous soutient le droit d'Israël à se défendre, et un coup, il critique la défense israélienne. Il le fait probablement pour des raisons intérieures, c'est-à-dire qu'il réfléchit à son opinion vis-à-vis à l'opinion publique française. Sauf que ce n'est pas une position tenable. Déjà parce que, d'un point de vue diplomatique, on ne suit plus bien la position d'Emmanuel Macron, et en premier lieu, cela agace particulièrement les Israéliens. Et puis ensuite, ce n'est pas une position tenable parce que ce n'est pas audible, tout simplement. La position d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas comprise sur le plan international. Et il n'y a pas de leadership français comme il pouvait y en avoir un auparavant, justement parce que c'est ambigu. On va passer au second thème de ce club et l'actualité sociale. Aujourd'hui, c'est le conclave sur la réforme des retraites. Y aura-t-il ou non une fumée blanche? Les partenaires sociaux vont-ils se mettre d'accord? Sans trop se tromper, Alex, on peut déjà dire qu'il n'y aura pas d'accord sur l'âge légal de départ à 64 ans. Oui, ça c'est une certitude. Le MEDEF refuse d'avancer l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans. Par exemple, comme ça a été évoqué lors de ces discussions entre les partenaires sociaux, la CFDT semble avoir acté ce refus du MEDEF dans la négociation, même si le syndicat, la CFDT, on le rappelle, est contre ces 64 ans. En revanche, les syndicats qui sont restés autour de la table dans ces négociations, on rappelle que la CGT et Force ouvrière ont claqué la porte, les syndicats demandent d'abaisser l'âge à partir duquel on peut partir avec une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote si on n'a pas cotisé tous ces trimestres de retraite. Cet âge de départ sans décote, il est actuellement de 67 ans et les syndicats demandent de l'abaisser à 66 ans et le MEDEF pourrait peut-être l'accepter. Regardez ce que disait dimanche, dans la tribune dimanche, le patron du MEDEF, Patrick Martin, je le cite, « Abaisser l'âge de départ à taux plein à 66 ans coûte très cher, 1,2 milliard d'euros en 2030, 5,5 milliards d'euros en 2046. Cela n'aurait de sens que si les organisations syndicales proposent des économies en face à du concurrence. » Donc la porte du MEDEF est encore ouverte sur ce point de l'âge de départ sans décote. Alors, quels sont les points sur lesquels il y a possibilité d'avoir un accord? Il y a quand même des points d'accord dans ces négociations, notamment pour que le régime des retraites atteigne l'équilibre financier en 2030, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'ici là 6,5 milliards d'euros pour équilibrer le régime. En conséquence, le dispositif carrière longue de la réforme des retraites de 2023 sera réduit et va concerner moins de salariés. Et puis, il y a un accord également pour augmenter les pensions de retraite des mères de famille qui ont souvent eu des carrières hachées et donc des
pensions plus faibles. Concrètement, leur pension sera calculée sur les 23 meilleures années de salaire au lieu des 25 meilleures années. Donc cela va entraîner une hausse mécanique des pensions de retraite des femmes. Et alors, quel est le point qui coince dans cette dernière ligne droite de discussion? Il y a un point qui coince. En un mot, on le résume par la question de la pénibilité. On va écouter ce matin Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. On a 3 sujets qu'on veut voir traités. La question des femmes, la question des... et l'âge. Aujourd'hui, on a traité la première question. La deuxième, c'est la pénibilité. Et on est bloqué à ce stade. Donc, la balle est dans le camp des organisations patronales et du MEDEF notamment, puisque la CPME a fait des ouvertures. Et la CFDT fait des propositions, en tout cas des objectifs sur cette question de la pénibilité dans le calcul de la retraite. La CFDT veut rétablir dans le calcul de la pénibilité les critères qui ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2017, à savoir le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et les postures pénibles. Le MEDEF est lui prêt à avancer sur la prévention de l'usure professionnelle, mais seulement sur la prévention. Et pour l'instant, cela ne suffit pas pour les syndicats. Et on va voir évidemment ce qu'il en sort. Pablo, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de positif de ce conclave? Je ne le pense pas. Et je ne le pense pas parce que la question sur laquelle toute la France, en fait, s'est mobilisée il y a maintenant 2 ans, c'était la question de l'âge de départ à la retraite. C'était la question des 64 ans. Or, on a bien compris que cette question ne serait pas remise sur le travail, ou plutôt, elle a tenté d'être... ils ont essayé de la remettre sur le travail, et puis le Premier ministre a dit oui, puis finalement non, vous pouvez pas y toucher. Et de toutes les façons, les organisations patronales y sont fermement opposées. Or, c'est là que ça achoppe. J'entends tous les autres paramètres sur la question des retraites pour essayer d'aller vers un mieux vivre de certains retraités qui sont le plus touchés par la pauvreté, par la précarité, par des petites pensions. Et c'est tant mieux si la CFDT et les quelques autres syndicats qui ont accepté de rester autour de la table arrivent à avoir des petites avancées. Mais politiquement, le problème qui a mis des millions de gens dans la rue, cette réforme qui a réussi quand même à réunir toutes les organisations syndicales, tous les partis politiques de gauche et plus de 80% des Français, selon toutes les études et tous les sondages, contre elle. Cette réforme, elle a acté en fait un divorce entre une classe politique au pouvoir et la population des Français et la société civile organisée. Et ce lien, en fait, il faut le recoudre. Et pour le recoudre, il faut écouter, en fait, ce que veulent les Français. Et là, on n'a pas l'impression ni que François Bayrou, ni que les différents protagonistes autour de la table n'ont à cœur de vouloir écouter ces Français. Et c'est le problème pour la CFDT et les syndicats de salariés qui sont restés autour de la table, c'est de réussir à ressortir de ce conclave la tête haute. C'est-à-dire que s'ils signent la moindre chose, l'ensemble des Français, des salariés, mais aussi de leurs adhérents, vont leur dire « Attendez, quoi ? Vous sortez de la salle et vous n'avez pas obtenu de baisse de l'âge de départ. » Mais même si ça améliore les pensions des femmes, même si ça améliore la pénibilité, ça abaisse la décote. Oui, mais Oriane, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la question principielle qui est celle des adhérents de la CFDT comme de l'ensemble des Français, c'est la question de l'âge de départ à la retraite. Et pour ne pas apparaître comme un jaune, va vraiment falloir qu'ils obtiennent énormément de choses. Ça fait plaisir, Pablo, vous avez foi dans nos partenaires sociaux. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que lorsque François Bayrou est arrivé à Matignon, tout le monde lui prédisait le pire. Le pire. De ne réussir à rien. Et il a lancé ce conclave sur les retraites. Et aujourd'hui, alors on peut évidemment critiquer le principe même du conclave, on peut évidemment critiquer, se dire qu'il a lancé le bébé finalement à d'autres. Mais aujourd'hui, ce conclave est sur le point d'aboutir. Certes, certains partenaires sociaux s'en sont exclus, mais vous savez, quand on ne participe pas aux discussions, on a toujours tort au final. Fuir, c'est jamais la bonne solution. Et surtout, François Bayrou a mis un objectif fort, c'est-à-dire que ce système soit à l'équilibre. Donc finalement, les partenaires sociaux qui étaient les premiers à critiquer la réforme des retraites, aujourd'hui, se retrouvent à devoir résoudre eux-mêmes l'équation.
Ce qui finalement n'est pas si simple. Et ils s'en rendent compte. Parce que même avec la réforme de 2023, le régime est déficitaire. Même avec la réforme de 2023, on a un déficit de 0,4% du PIB en 2030. Alors comment on fait ? C'est bien beau de dire qu'il faut revenir à un âge de départ à la retraite anticipé. Mais si on n'est pas à l'équilibre, on fait comment ? On augmente encore les contributions obligatoires ? C'est ça la solution ? Oui. Alors qu'on est déjà le pays avec les contributions obligatoires les plus élevées d'Europe ? Eh oui. C'est donc impacter notre productivité ? Non. Perdre en productivité par rapport aux autres pays européens ? C'est socialiser C'est ça encore votre une part solution ? plus importante, effectivement, de nos dépenses. C'est pas tenable. Voilà, Pablo, on le voit bien. Non, mais les chiffres sont clairs. Voilà, et vous l'avez cité brillamment tout à l'heure, 1,2 milliard d'euros de pertes en 2030. Comment on fait ? C'est quoi les solutions ? Effectivement, moi je veux bien qu'on dise qu'il faut encore plus. Alors un déficit de 6,5 milliards d'euros en 2030 qui est prévu. 6,5 milliards d'euros. Déficit, ouais. Encore davantage, et vous avez raison de le souligner. Mais le problème principal, c'est que dans un pays comme la France, où on a des inégalités en fait qui sont criantes et qui en plus vont croissant entre les plus pauvres, entre des travailleurs qui aujourd'hui n'arrivent même pas à terminer la fin du mois en pouvant se loger décemment et se nourrir décemment, et d'autre part des ultra riches qui continuent en fait à s'engraisser sur le dos des travailleurs. Tant qu'on aura ça, non mais tu auras beau vouloir proposer tout ce que tu veux, les gens diront non, on ne veut pas en fait de cette société. Solution, il faut que ça soit la solution. Donc il faut trouver une manière. Oui, mais la solution pour mettre fin à ces problèmes de pauvreté, c'est pas de s'attaquer aux plus riches, c'est d'augmenter la richesse produite en France. C'est ça la solution. En fait, tu comprends pas. Ce que je dis, il y a la question en fait de la pauvreté et de la précarité qui est une vraie question, et il y a la question des inégalités et donc derrière de l'égalité, qui n'est pas la même question. Le problème, c'est que tant qu'il y aura des gens en fait qui sont pauvres et des gens qui sont mais immensément riches. Aujourd'hui, on a des écarts en fait de richesse entre le Français le plus pauvre et le Français le plus riche, mais qui sont complètement déments. Donc et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit au Français le plus pauvre, attends, tu vas travailler pendant 2 ans dans d'autres pays. C'est insupportable. Beaucoup moins que dans d'autres pays. On a l'homme le plus riche du monde, donc je vois pas comment on peut faire moins que dans d'autres pays. Selon les classements, c'est discutable. Oui, d'accord, il est peut-être deuxième. Enfin. Oui, mais quand vous regardez le nombre de milliardaires, tout simplement, par rapport à la population 53, française, c'est quand même beaucoup. Enfin, non, mais peu importe. Pour terminer, 53 non, mais juste, est-ce que ça va... Alors, il y a la question entre partenaires sociaux, mais est-ce que ça va être aussi une question à gauche ? Hier, on avait Éric Coquerel sur ce plateau qui disait que c'est là-dessus qu'il va juger le PS. Est-ce que oui ou non, ils censureront le gouvernement à l'issue de ce conclave ? C'est une vraie question, parce qu'effectivement, le PS... Alors, il ne faut pas oublier que le PS, en 2000... sous le quinquennat Hollande, ils avaient initié la réforme qui était portée par Marisol Touraine, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales, et qui... peu ou prou augmentait le nombre d'annuités. C'était année après année, il rajoutait des trimestres, donc qui était un peu des prémices en fait de la réforme Emmanuel Macron de 2022. Et pour l'instant, je ne les ai jamais entendus revenir en fait sur cette proposition qui avait été faite par Marisol Touraine et le gouvernement de François Hollande. Donc on ne sait pas trop en fait sur quel pied ils dansent. On sait qu'ils écoutent énormément la CFDT, qu'ils en sont très proches. Et si la CFDT demain dit bon bah c'est bon, genre à l'issue du conclave, on est content. Le Parti socialiste pourra s'appuyer en fait sur ce syndicat qui, je le rappelle, est le premier syndicat en nombre d'adhérents de salariés, pourra s'appuyer dessus pour dire bon bah voilà, on est raccord avec la CFDT et on ne censurera pas le gouvernement. Après, si Maryse Léon sort du conclave en disant on s'est fait avoir, on s'est fait flouer, là effectivement on voit mal comment le Parti socialiste derrière pourrait ne pas censurer avant le 8 juillet le gouvernement. Pablo a raison, il y a évidemment les questions des rapports avec les partenaires sociaux, mais il y a des questions aussi beaucoup plus politiques qui vont peser dans la balance pour le Parti socialiste, et notamment son rapport aujourd'hui avec LFI. On sait très bien, voilà, s'il y a une censure, ça ouvrerait la voie potentiellement à une nouvelle dissolution et à une nouvelle élection. Qu'en serait-il des nouveaux équilibres ? Est-ce que finalement cela ne serait pas à même de renforcer encore davantage la France insoumise au détriment du Parti socialiste ? C'est un risque évidemment qui pèse et qui est estimé avec beaucoup d'attention aujourd'hui par le Parti socialiste. Et on suivra bien sûr tout ça. Vous restez avec nous avant de se quitter. Comme tous les jours, on regarde ce qu'il y a à la une de vos journaux régionaux.
Alex, on parle du nucléaire dans cette revue de presse régionale et de la guerre entre Israël et l'Iran. Oui, alors que les frappes entre l'État hébreu et le régime iranien se sont poursuivies la nuit dernière. L'effrayante engrenage à la une de la dépêche du Midi, c'est une fuite en avant de Benjamin Netanyahou, estime le journal La Marseillaise, après les guerres menées par Israël à Gaza et au Liban. Fragilisé par ces frappes israéliennes, le régime iranien peut-il tomber, s'interroge le journal Le Dauphiné Libéré, car au-delà de neutraliser le programme nucléaire iranien, eh bien, la chute du régime des Mollahs, c'est un objectif qui devient de plus en plus clair pour le Premier ministre israélien, qui a affirmé que son pays était, je cite, en train de changer la face du Moyen-Orient et que la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, mettrait fin au conflit. Un mensonge d'État, la une du Télégramme. Oui, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les essais nucléaires de la France menés en Polynésie rend ses conclusions aujourd'hui. Plusieurs mois d'audition qui devraient montrer comment les autorités françaises ont menti sur les dangers des essais nucléaires réalisés dans l'archipel polynésien entre 1966 et 1974. Des tirs qui ont exposé aux substances radioactives la population locale et puis aussi le personnel militaire opérant à cette époque. Un exemple, un tir nucléaire de forte puissance qui a été réalisé en juillet 1974. Le nuage radioactif n'est pas allé dans la direction prévue par les météorologues, mais a atteint l'île très peuplée de Tahiti. On parle d'un autre chantier nucléaire beaucoup plus sécurisé, celui d'ITER à Cadarache, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Oui, le journal Var Matin propose un reportage au cœur du réacteur ITER, du chantier de réacteur, un projet international qui vise à maîtriser la fusion nucléaire. Un réacteur qui s'annonce gigantesque. Il aura une hauteur de 5 étages et sera composé de 9 secteurs. Un secteur de réacteur, c'est 1400 tonnes, c'est vous dire, avec au total 1 million de pièces dans ce qui s'apparente à un puzzle géant. Un cadre du chantier ITER le décrit comme l'alliance du gigantisme d'un chantier naval et de la précision millimétrique de l'horlogerie. Reste maintenant à maîtriser le plasma issu de cette fusion nucléaire, ce qui n'est pas encore le cas. Enfin, si, mais seulement pendant 22 minutes. On a encore des progrès scientifiques à faire. Et donc ce reportage, il est à lire dans Var Matin. On finit par l'épreuve du bac philo. C'était des centaines de milliers de lycéens qui la passaient hier. Et oui, comment penser sans ChatGPT? C'est la question qui est posée à la une du journal L'Alsace. Alors en tout cas, au lycée Bartholdi de Colmar, les lycéens n'avaient pas l'air stressés par cette épreuve de philosophie, car certains ont eu recours à ChatGPT. Alors pas pour philosopher, mais juste avant l'épreuve pour calculer les notes minimales requises pour pouvoir obtenir leur baccalauréat. Et par exemple, Yanis en fait partie. Je le cite, il faut que j'obtienne un 5 sur 20 dans chaque matière pour avoir mon bac. Cela fait diminuer un petit peu la pression, mais peut-être aussi diminuer un peu la motivation. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci pour cette revue de presse. Merci beaucoup Pablo et Louis d'avoir été avec nous pour ce club. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.